Cette semaine, dans le podcast AWS en français, Foyer Global Health, c'est une société d'assurance qui construit un système IT à partir d'une feuille blanche et qui a choisi le cloud AWS pour ce faire. Comment et pourquoi? C'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de vous abonner toutes les semaines, de vous réabonner, de télécharger les épisodes. Vous savez, c'est tous les vendredis matins, une semaine sur deux, avec des invités pour parler de leur retour d'expérience sur AWS, et puis une semaine sur deux pour parler des nouveautés des 2 dernières semaines. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Etienne et Pierre Tomasina. Michel, CTO du Foyer Global Health à Luxembourg, et Pierre Tomasina, consultant IT, spécialiste AWS, spécialiste DevSecOps, animateur du AWS User Group Luxembourg. Messieurs, merci d'être là. Dites-moi, Foyer Global Health, c'est quoi? Tout d'abord, bonjour. Foyer Global Health, c'est simple, c'est une compagnie d'assurance. L'activité, on l'a débutée en 2014. Foyer est bien plus ancien que ça, Foyer a 100 ans. Mais cette nouvelle activité, on l'a débutée en 2014, c'est de l'assurance santé pour expatriés, donc pour des personnes mobiles qui doivent quitter leur résidence pour une période de 6 mois à plusieurs années et qui ont besoin d'une couverture santé. On a débuté cette activité en mode, on va dire, exploration, et en 2020, comme cela fonctionnait bien, il y avait un vrai besoin sur le marché et on pouvait offrir cette solution, on était capable de la proposer. On a décidé de passer à un plan d'expansion. Et donc vous travaillez sous l'égide de cette compagnie ancienne et noble qu'est le Foyer, comme un business séparé, comme une branche séparée. Alors on a démarré très petit. Quand on démarre un nouveau business, ça peut réussir. Donc on était vraiment en mode start-up au sein de cette belle société à Luxembourg. Et c'est parti avec un département. Voilà, il y a un département qui a été créé pour lancer cette activité, mais en utilisant tout le support et les services de Foyer. Ce n'est qu'à partir de 2020 que là, on se dit, voilà, on appelle ça scaler, on parle de scalability. Il faut grandir. On est revenu sur les 3 fameux X, explore, expand et extract. On était en phase d'exploration, et là on a dit, voilà, maintenant il y a un vrai tournant. On veut grandir beaucoup plus vite. Il faut grandir beaucoup plus vite, et donc on passe sur cette phase d'expansion. Et ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup plus d'autonomie pour pouvoir initier de nouvelles actions, être beaucoup moins indépendant du groupe où on était une petite priorité, pour créer une vraie priorité dans une entité légale à part entière, avec des systèmes autonomes et avec des équipes autonomes. Ça, c'est intéressant parce qu'au début, donc, vous utilisiez les systèmes informatiques du Foyer, et puis pour garantir votre expansion et votre rythme de croissance, vous avez voulu couper et complètement séparer les systèmes informatiques du Foyer, et donc repartir d'une feuille blanche. C'est ça que vous avez dit, ok. Si on veut construire un système d'assurance santé qui est un métier un peu différent du Foyer, qui est une assurance plutôt traditionnelle, voiture, maison, habitation, responsabilité civile, etc. On part d'un tableau blanc. Exactement. Voilà, on va dire. Je vais parler plus spécifiquement des systèmes informatiques, mais au niveau de nos systèmes d'information, le système Foyer n'est pas spécialement adapté à nos besoins. On peut citer quelques exemples. Très simplement, Foyer est essentiellement un acteur local, ici sur le Luxembourg. On travaille tout en euros. De notre côté, nous sommes 100% internationaux. Nos clients, ils partent d'un pays, ils vont vers un autre, donc on doit être multi-devises. Les systèmes, ils sont pas tout à fait adaptés pour gérer ce type de choses. Deuxième élément, c'est la disponibilité des systèmes. À l'international, on travaille sur l'ensemble des fuseaux horaires. Ça veut dire que nos systèmes doivent être vraiment disponibles 24 heures sur 24, à pleine capacité. Ce qui n'est pas le cas pour Foyer au marché local. Quand on coupe les systèmes un dimanche matin entre minuit et 4 heures du matin, ou 2 heures du matin, même, ça ne gêne vraiment pas grand monde. Voilà, donc ce sont toute une série de contraintes qui sont adaptées, qui portent sur le marché local, qui ne font pas spécialement de sens pour Foyer Global Health. Et donc, quand on veut grandir, ça devient un frein. Donc Foyer a été vraiment une aide pour créer le business, pour créer l'activité. Mais à partir du moment où on veut vraiment grandir, il y a certains freins qui deviennent trop importants.
Alors c'est passionnant de pouvoir construire un système informatique et une architecture à partir de zéro. C'est le rêve un peu de tout le monde en informatique qui travaille sur un projet, de pas devoir embarquer de l'histoire, de l'historique. J'avais envie de dire du legacy, mais c'est pas toujours vu positivement ce mot-là. Évidemment, le business de l'assurance est un business relativement mûr et connu, donc vous n'allez pas tout recoder. Vous allez faire une sélection de packages et donc votre métier, ou en tout cas au début, c'était d'intégrer des packages. C'est correct? Oui, tout à fait. Donc, et je dirais, il y a plusieurs raisons pour cela. La première raison, et c'était là, on parle d'expansion. L'expansion, on doit la faire aujourd'hui. On ne doit pas la faire dans 2, 3 ou 4 ans. Donc, ça veut dire qu'on peut pas prendre le temps de tout repenser et de tout coder. Donc, même si on part d'une feuille blanche, s'il y a un composant standard qui existe, qui peut nous aider et qu'on peut onboarder rapidement dans notre IT landscape, il faut le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, par exemple, on va dire c'est assez traditionnel, mais best in breed, c'est aller chercher le meilleur composant qui peut nous être utile aujourd'hui. Et on a pris Salesforce, par exemple, pour toute la partie relations commerciales avec nos clients. On a pris un package qui s'appelle MetNext, qui est vraiment dédié à l'IPMI, donc c'est International Private Medical Insurance, qui est vraiment notre core business. Donc on a pris un core système qui correspond vraiment à notre activité spécifique. On a pris d'autres outils pour la signature électronique, etc. Et ce que l'on a décidé de faire, c'est quand même de garder la maîtrise sur les liens entre ces différents systèmes. Et donc ce que l'on a fait en interne, c'est créer l'ensemble de ces, nous on les appelle en interne middleware, donc qui nous permettent d'avoir beaucoup de flexibilité et qui nous permettent éventuellement de rajouter un composant si on a un nouveau partenariat qui se crée, parce qu'on a beaucoup de partenariats internationaux, de pouvoir être très modulaire, très flexible, parce que le cloud est une chose, mais ce qui était aussi essentiel pour Pierre et pour moi, c'était la partie API, c'est-à-dire avoir cette flexibilité en termes de communication entre les différents composants de notre système d'information. Ça veut dire que vous avez choisi d'exposer les services packagés que vous avez acquis via des API pour qu'ils puissent communiquer entre eux, et vous devez écrire cette glue, cette communication entre les différents systèmes. Il y a deux challenges là. Il y a le challenge de l'intégration, on peut en parler aussi, et puis il y a le challenge de où est-ce que je vais mettre tous ces services, où est-ce que je vais les déployer. Et là, teaser, c'est dans le cloud. Mais bon, c'est le podcast AWS, donc vous vous en doutez, on en parlera plus longuement après. Comment ça s'est passé, dans quel ordre de ces réflexions se sont produites? Je dirais que si je reviens sur la partie croissance, donc on sait qu'il y a la croissance, elle est là. On sait qu'il y a du business, qu'on va devoir le faire. On a beaucoup de clients, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais au niveau de la clientèle, on a des clients individuels. Et on a des clients groupes. Donc on sert à la fois une personne un freelance qui décide d'aller au Brésil pendant un an, mais on sert aussi des entreprises qui régulièrement envoient des personnes à l'étranger, sur d'autres pays, sur d'autres continents. Et donc ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est on sait que le potentiel est là, mais on ne sait pas exactement comment il va se développer. Et si on parle plus particulièrement des groupes, des sociétés, ces sociétés ont des habitudes, ont des prérequis, ont peut-être déjà des contrats existants, ont un niveau de service qu'elles exigent de leurs fournisseurs, mais aujourd'hui on les connaît pas toujours dans le détail. Donc là il faut beaucoup de flexibilité, donc c'est pour ça qu'on a décidé, et pour moi c'était au moins aussi important que le cloud, d'être orienté API, dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, quand on crée un service, il doit être accessible au travers des API pour nos partenaires, mais aussi quand on a sélectionné une solution, et par exemple pour le core system, Pierre, je me souviens très bien des analyses que l'on a réalisées sur le sujet, on avait 2 solutions concurrentes. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est le fait que l'ensemble des services de ce package étaient accessibles au travers des API. Donc, pour recevoir l'information, mais aussi pour les envoyer. L'importance des API dans un système d'information pour pouvoir échanger des données, c'est un système, c'est un sujet dont je parle depuis plus de 10 ans. Juste une petite, un petit sourire dans ma bio officielle. À la fin de la bio, il y a une phrase qui dit: si vous voulez me vendre quelque chose, assurez-vous qu'il y ait une API. Et ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Le choix du cloud également, pourquoi, comment? Le choix du cloud, parce que dans la mesure où, il y a beaucoup de raisons. Déjà le 24/7, ça c'est quelque chose que je veux dire le cloud offre par définition. Deuxième facteur, l'international, aussi parce que on ne sait pas aujourd'hui
où exactement on va se déployer. Au niveau informatique, je parle, hein, donc on a des partenariats sur Dubaï, on a des partenariats dans le Middle East, et chaque pays a ses propres régulations. Donc ici en Europe, on dit voilà, il faut que les données soient stockées en Europe, mais par exemple à Dubaï, les données doivent aussi être stockées à Dubaï. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est il faut là offrir le maximum de flexibilité par rapport à cela. Et les meilleures solutions là aujourd'hui sont le cloud que l'on peut déployer sur différentes régions. Comme notre clientèle est internationale aussi, prenons l'exemple simple du site web. Site web, voilà, il faut limiter les temps de latence. Et donc aujourd'hui, on voit que les personnes qui consultent notre site web sont pas spécialement en Europe, elles sont assez loin, donc c'est très intéressant de pouvoir dupliquer notre infrastructure un peu partout dans le respect des règles du réglementaire, dans le respect de la protection des données. Mais voilà, et ça c'est des fonctionnalités que le cloud offre by design. Et je dirais peut-être une dernière chose importante, c'est que on devient autonome au niveau de Foyer Global Health. Mais on a une très petite équipe. On a une équipe, on va dire, quand on est au maximum, on a une quinzaine de personnes. Et donc, ça veut dire aussi qu'en termes d'infrastructure, voilà, il faut du support. Et on peut pas se permettre d'engager 4 ou 5 ingénieurs systèmes qui vont gérer nos systèmes ici en interne. Et là, le cloud offre beaucoup de choses, pas seulement la partie hosting, mais aussi tous les services qui vont avec, que ce soit en termes de gestion de base de données, de gestion des backups et tout ce qui l'accompagne. Oui, c'est vrai, c'est important ce que tu as dit au début. Même si vous venez d'un grand groupe qui a plusieurs centaines de collaborateurs, vous opérez en mode start-up avec des équipes extrêmement réduites et donc vous pouvez pas avoir 10, 15, 20 personnes IT juste pour s'occuper de l'infrastructure, d'où le choix d'infrastructure managée. On va parler technologie dans un moment, architecture, je vais passer à Pierre. Mais avant ça, j'ai encore une question plus business pour toi, Michel. Tu parlais de régulation, etc. Parfois, certains comprennent mal le principe de responsabilité partagée, le principe du cloud, etc. Et disent, oula, pour des workloads, assurance ou finance, le cloud n'est pas un bon outil, ce qui est pas le cas. J'ai déjà fait un podcast avec une société dans le monde de la finance à Luxembourg qui dit, voilà, nous on a un workload régulé dans le cloud à Luxembourg. Il y a aussi des spécificités liées au marché de l'assurance et des spécificités luxembourgeoises du régulateur luxembourgeois. Oui, ça c'est un grand sujet. C'était voilà, la réflexion que tu mentionnes là, bah, évidemment on l'a eu en interne aussi, à 2 niveaux. Premier niveau, c'est le niveau européen. Et donc là, il y a une régulation maintenant. Donc il y a l'IOPA, qui est un régulateur européen qui donne un certain nombre de directives, de recommandations. Donc ça, on a bien été regarder ce qu'il fallait faire, et c'est beaucoup de bonnes pratiques liées à la sécurité et à la protection des données. À côté de ça, chaque pays a son propre régulateur. Pour nous, c'est le commissariat aux assurances qui édicte des circulaires en ce qui nous concerne. Et donc ces circulaires, elles peuvent apporter des éléments complémentaires. Et en effet, au Luxembourg, il y a des éléments plus fins que ceux donnés par le régulateur européen. Et donc là, ce que l'on a dû faire, c'est travailler avec notre fournisseur cloud on l'a fait sous forme d'addendum au contrat, donc on a un contrat générique, mais derrière cela, on a fait, on va dire, des conditions particulières qui s'appliquent à nous, parce qu'on a des règles particulières en matière d'audit, par exemple, en matière de secret professionnel. Et donc, il fallait que l'on ajoute encore quelques règles, quelques bonnes pratiques supplémentaires au niveau local. Et puisque on parle d'AWS, je crois que celle-là, ça s'est très bien passé. On a eu en quelques semaines, et j'ai même moi-même été assez surpris, parce que venant de grands acteurs, d'avoir cette flexibilité pour se mettre en conformité, avoir vraiment le souhait de se mettre en conformité vis-à-vis des règles locales du Luxembourg, qui est même au sein de l'Europe est un tout petit pays. Ça veut dire qu'on a sorti nos juristes de là où ils sont, et on a fait une annexe au contrat avec des terms and conditions qui sont spécifiques au métier de l'assurance à Luxembourg. Exactement. Donc et là je dois remercier les deux côtés. Je veux dire, parce que pour la partie juridique, je travaille encore beaucoup avec Foyer, donc je dois vraiment remercier le juriste de Foyer, le juriste d'AWS, qui se sont mis ensemble et qui ont travaillé vraiment de manière très constructive.
C'est un point important parce qu'il y a beaucoup de clients qui pensent que quand on va sur AWS, c'est très impersonnel, on doit accepter des conditions contractuelles qui sont les mêmes pour tout le monde, on met son numéro de carte de crédit et puis c'est pas vrai, il y a une relation humaine derrière, on peut parler à des gens, on peut se mettre d'accord, on peut négocier, pas que le contrat d'ailleurs, on peut négocier les prix aussi, mais voilà, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner dans ces démarches-là, c'est pas juste un site web. Côté architecture, quels sont les piliers, les fondamentaux de l'architecture, les piliers sur lesquels vous êtes reposés, les choix principaux que vous avez faits dès le départ? Donc, en termes d'architecture, la stratégie c'était vraiment d'être cloud first et donc de choisir les meilleurs services proposés par le cloud tout en respectant bien sûr les concepts de sécurité, de ségrégation de données, d'où sont stockées, conservées les données. Donc on a fait le choix de 2 cloud providers, on va dire ça. L'un pour la digital workplace, et là on se base sur Office 365 et Microsoft. Donc ça c'est pour le mail, les documents en ligne, le partage, la collaboration, etc. Exactement. Aussi le Central Identity Management, donc pour l'authentification fédérée SSO, c'est dans Azure Active Directory. Ça c'est important, c'est le compte vraiment de chaque employé FWS qui permet de se connecter ensuite à tous les différents systèmes cloud qu'on peut avoir à travers le single sign-on dont AWS. Et pour toute la partie opérationnelle, donc déploiement de toutes les applications développées en interne ou pas, sont opérées là directement dans le cloud AWS. Une autre chose qui était très importante pour nous, c'était vraiment de donner de l'autonomie aux équipes de développement. Vraiment la philosophie you build it, you own it, you ship it. Et donc pour ça, aujourd'hui, on a découpé l'infrastructure en plusieurs composants, ce qui permet qu'une équipe qui veut développer un nouveau middleware puisse de manière autonome développer son API back-end et la déployer jusqu'en production sans avoir un effort d'architecture qui est trop poussé parce que ce middleware vient s'imbriquer en fait dans un écosystème qui est déjà bien en place. C'est-à-dire vous avez mis en place une plateforme, un framework, je ne sais pas comment l'appeler, auquel les différentes équipes peuvent venir se plugger pour aller rajouter des fonctionnalités, mais ils ne doivent pas se reposer des questions fondamentales et réinventer la roue à chaque fois. C'est ça, oui. Donc en fait, on reste sur. Donc on a de manière architecture opérationnelle, on a 2 grosses parties. On a la partie plus core system, qui est basée sur de l'Oracle, on pourra revenir après. Et on a la partie vraiment développement interne, donc tout ce qui est portail pour les employés, portail pour les clients, pour pouvoir accéder à leur contrat. Ça, c'est développé en interne et ça consomme justement les API natives du core system. Et cette architecture-là, elle est plutôt standard dans AWS, donc c'est une architecture serverless sur du Fargate, avec un API Gateway, avec du Kafka pour toute la partie Event Messaging, et une base de données MongoDB. Donc ça nous permet d'avoir une architecture CQRS en termes de logiciel, donc qui sépare le bus de commandes et de queries. Chaque middleware et donc backend va dispatch des commandes dans Kafka, peut consommer aussi des messages Kafka, faire son exécution. Et pour toutes les routes publiques, à ce moment-là, être exposé à travers un API Gateway. Vous avez choisi des versions managées de Kafka et de MongoDB? Oui. Elles n'existaient pas encore à l'époque, je ne sais plus. MS, donc on a choisi MSK, qui est donc le cluster Kafka manage par AWS, et DocumentDB pour la partie Mongo, qui est compatible avec la plupart des schémas Mongo.
Et vous déployez ça sur une région, plusieurs régions. Michel avait dit dans l'introduction que vous avez un business qui est global. Où est-ce que vous en êtes en termes de multi-région pour le moment? Alors, pour le multi-région, aujourd'hui, ça va concerner que tout ce qui est vraiment client-facing, donc le website avec du CloudFront, ou les applications single-page app avec CloudFront aussi. Mais en ce qui concerne les API, ça tourne encore aujourd'hui dans une seule région, donc en Irlande, bien sûr sur plusieurs zones de disponibilité, mais là, en termes de back, ça reste sur une monorégion. Vous avez vraiment segmenté votre infra aussi sur plusieurs comptes AWS. Tu me disais le back n'est pas sur le même compte AWS que le front. Oui, alors ça c'est très important. Aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de comptes AWS splittés dans différentes organizational units. Et on a donc toute la partie middleware, comme on l'appelle, qui est donc tous les développements faits en interne, qui sont déployés dans 3 comptes pour chaque environnement, développement, staging, production. Puis on va avoir le core system qui lui-même est déployé dans 3 comptes, core system, dev, staging, production. On va avoir pareil pour le site web, déployé dans ses propres comptes, et après on a d'autres comptes pour des outils internes, des choses comme ça. Et quels sont les avantages pour le backup aussi? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette séparation en multi-compte? Parce qu'il y a là une complexité à gérer ça. Ouais. Et donc, quel est le bénéfice pendant de cette complexité? Alors, le bénéfice, c'est la sécurité avant tout. C'est la délégation d'accès à des personnes qui sont pas forcément les mêmes. En ce qui concerne les middleware, ça va être exclusivement notre équipe en interne. Mais pour le core system, on va pouvoir donner accès à notre partenaire pour qu'il puisse faire les mises à jour, puisqu'il gère donc tout l'aspect logiciel du core system. Et donc, quand il y a des grosses releases à faire, il doit venir se connecter, faire les mises à jour, les patchs, etc. Et donc ça vous donne une granularité sur les contrôles d'accès, qui a accès à quoi et quand? Exactement. Donc là, grâce à Single Sign-On, ou maintenant c'est Identity Center, d'AWS, le nom a changé, avec les permission sets qu'on peut définir pour chaque compte, chaque groupe, pour avoir des accès différents. Vous êtes parti sur une infrastructure 100% cloud, serverless quand c'est possible, service manager quand c'est possible. Je suppose que vous automatisez également le plus possible, donc infrastructure as code et deployment pipeline. Exactement. Donc nous on appelle ça le everything as code. Donc 100% de notre infrastructure aujourd'hui est complètement cloud formée. Pour ce qui concerne AWS, même pour les services tiers, on s'efforce de toujours faire de l'infracodé. Par exemple, pour l'authentification, on a choisi Auth0. Et là aussi, c'est déployé avec du Terraform. Par contre, pour ce qui est AWS, on déploie tout avec du CloudFormation. Et là, avec CloudFormation, on a l'avantage aussi de faire du déploiement avec des stack sets. Donc, on a un repository qui s'appelle le Security as Code. Et ce repository, en fait, nous permet de faire des stacks avec des policies IAM qu'on va déployer dans plusieurs comptes. Donc, ça nous permet de mettre en place certaines bonnes pratiques d'industrialisation en termes de sécurité multi-compte, un peu comme aujourd'hui on peut avoir avec CDK. Quand tu fais un CDK Bootstrap, il va te déployer des permissions, des choses comme ça. C'est un peu dans cette même logique. Et avec les stack sets, ça déploie le même stack dans plusieurs comptes AWS. Ça veut dire que les réglages de sécurité sont exprimés comme des règles de code dans CloudFormation et que vous êtes capable de les déployer sur l'ensemble de vos comptes, différents environnements, dev, test, prod, et différents comptes de prod également en fonction du fait que ça soit back-end, front-end ou d'autres services. Tout à fait. Ça nous permet de mettre certaines règles deny, par exemple sur des buckets S3 ou de la gestion de comptes, des choses qui sont un peu sensibles qu'on ne souhaite pas forcément activer dans les comptes de production.
Ensuite, on va avoir un repository infra-as-code plus la globale à tous les middleware, donc on l'appelait le core infra, qui déploie justement le Kafka, MongoDB, l'API Gateway, le Network Load Balancer, les VPC Private Endpoint aussi, très important pour pouvoir accéder directement aux services d'AWS sans repasser par Internet. On va avoir un autre repository d'infrastructure qui va être le Service Network Hub and Spoke. Donc ça, quand tu es dans une stratégie multi-compte, ça te permet de concentrer tous les flux réseau vers un groupe de NAT Gateway bien précis, avec Transit Gateway, exactement. Donc tous les comptes sont connectés à une Transit Gateway, peuvent égresser leur trafic à travers des NAT Gateway bien précises, qui permet d'avoir des adresses IP qui sont dédiées à Fouet Global Health dès qu'on veut se connecter à un partenaire extérieur qui va nous demander de whitelister nos adresses IP. On peut très facilement lui dire voilà, et ça peut être dans n'importe quel compte de production. Comme on a plusieurs comptes de production, ils sortiront tous avec les mêmes adresses IP. Et cette infrastructure-là, donc elle est codée à Scode aussi, elle dépend de pipeline de déploiement aussi, c'est-à-dire que vous faites un changement, ça passe par l'automatisation du déploiement. Donc là, on a fait le choix dès le début de partir sur GitHub et donc de bénéficier des GitHub Actions pour pouvoir industrialiser vraiment le déploiement et l'automatisation. Donc sur un Git branching assez standard entre la branche master, les releases. Et les GitHub Actions, elles tournent sur les runners de GitHub, ou vous avez vos runners C2 qui tournent de votre côté? Non, elles tournent sur les runners de GitHub. D'accord, donc vous devez aussi amener des secrets sur GitHub, Access Key, Secret Key et autres, des rôles? Oui, alors voilà, donc là on a un rôle CloudFormation qui est assumé par le service pour pouvoir faire le déploiement, et une Access Key pour pouvoir faire le déploiement sur AWS. D'ailleurs, c'est une petite amélioration de sécurité qu'on pourra faire, puisque maintenant GitHub propose une intégration OpenID, ce qui permet de ne plus avoir d'Access Key IAM. Ça serait bien, parce qu'aujourd'hui c'est les seuls Access Key qui existent dans nos comptes, c'est pour GitHub Action. Alors tu as mentionné Oracle plusieurs fois, je suppose que tes bases de données et votre core package également utilise des middleware Oracle. Ça veut dire quoi quand on déploie des solutions comme ça qui ont été pensées, et c'est sans mauvaise pensée de ma part, qui ont été pensées pour déployer sur un serveur physique qui reste up tout le temps avec une adresse IP constante, etc. Comment ça se passe quand on met ça dans le cloud? Oui, alors très bonne question. Ça a été un beau challenge de collaboration justement avec notre partenaire Core System. Puisque eux, comme tu viens de le mentionner, ont souvent l'habitude d'hard-coder dans les configurations d'Oracle, vraiment les adresses IP des machines. Et ça va pas trop avec la logique d'Amazon et des golden images et des choses qui sont un peu agnostiques des configurations. Donc là, ça passe par pas mal de configuration et d'automatisation. Donc on a aussi CloudFormé, la partie Core System, entièrement. Il y a pas mal de challenges parce que Oracle, en tout cas moi je connaissais pas trop l'univers d'Oracle, mais cette solution utilise vraiment différents composants d'Oracle. Donc il y a la partie web server, la partie qui s'appelle web tier, on a la partie SOA, service orienté d'architecture, avec WebLogic, si je me souviens bien. Exactement, on va avoir la base de données, on va avoir Oracle Access Manager, Oracle Unified Directory, et donc et même au sein de WebLogic on a ESS, OSB, SOA, etc. Donc on va retrouver à peu près sur le core system 7 load balancers internes, donc des network load balancers privés, qui permet aux services Oracle, quand ils doivent se communiquer entre eux, de repasser par un load balancer AWS qui reload balance des nœuds EC2 Oracle, pouvoir communiquer. Donc ce qu'on a fait avec des noms de domaine Route 53 internes,
c'est que toutes les configurations Oracle en fait se basent exclusivement sur des noms de domaine qui font lien à des load balancers internes. Ce qui nous a permis de rendre un peu agnostique les configurations au sein d'Oracle et de pouvoir redéployer plus facilement des machines. Ouais, de cacher les adresses IP derrière les noms de domaine Exactement. des c'est la première fois que votre partenaire déployait sur le cloud. C'était une offre qui était supportée déjà, ou vous avez dû construire ensemble quelque chose? Alors sur le cloud, oui, mais pas sur AWS. Pas sur le cloud. Donc là, on a mis quelques mois quand même à mettre ça en place, mais voilà, après une bonne série de tests, ça c'est fait. On a quand même rencontré un challenge important qui concerne la base de données, puisqu'on voulait utiliser RDS. Sauf que on s'est rendu compte que le service Oracle Access Manager n'est pas supporté par RDS. D'ailleurs, c'est écrit dans la documentation d'AWS. Alors, ce n'est pas écrit qu'il est supporté, mais il n'est pas dans la liste des modules qui ont été approuvés et testés par AWS. Voilà. Donc, on est parti sur une solution du marketplace partenaire qu'on a contacté, qu'on a testé, qui s'appelle FlashGrid, qui met en place des clusters active-passive, active-active de bases de données Enterprise. Donc, on a mis ça en place. Ça tourne plutôt bien, donc c'est sur des instances EC2. Voilà, maintenant ça demande de la maintenance, puisque tout ce qui est gestion operating system, patch management et compagnie, il faut toujours bien sûr le faire. Voilà. Maintenant, on a eu une petite news au reInvent de cette année qui est que RDS supporte plusieurs pluggable databases maintenant sur les bases de données Oracle. On peut aller jusqu'à 3 pluggable databases, ce qui n'était pas le cas avant et qui était aussi un bloqueur pour nous, au-delà du problème de Oracle Access Manager. C'est aussi le coût, puisque on a besoin de 2 PDB minimum. Et donc, par le passé, ça aurait voulu dire qu'on aurait dû créer 2 RDS. Deux clusters RDS séparés, et donc de payer le double en termes de licence. Je suis pas super familier avec Oracle. Les PDB, c'est quoi? Ce sont les bases de données logiques dans une base de données physique, c'est ça? Oui, exactement. Donc il y a ce qu'on appelle le CDB, le Container Database, et au sein de ce Container Database, on peut faire des bases de données logiques, donc qui s'appellent des Pluggable Database. D'accord. Donc maintenant, on peut en faire plusieurs sur RDS Oracle. Et oui. Tout à fait. Et voilà. Donc une possibilité d'amélioration qu'on pourrait avoir cette année, c'est refaire un test avec une RDS Custom, pour être exact. Il y a encore un autre service de RDS qui permet d'avoir un peu plus la main sur les packages déployés dans RDS et l'operating system pour pouvoir activer Oracle Access Manager qui est encore le dernier bloqueur. Oui, c'est à ça que je pensais aussi, puisque en fait, avec RDS, vous n'avez pas accès au système d'exploitation en dessous. Donc, s'il faut installer des packages comme Oracle Access Manager, c'est pas possible. Il n'y a que la base de données. Et RDS Custom permet justement de contourner cela, puisque RDS Custom est un peu hybride, c'est vous qui gérez l'instance EC2, mais c'est AWS qui gère la partie RDS, donc la partie base de données. Donc exact. La partie base de données est comme si c'était RDS, avec les backups automatiques, les patchs automatiques selon vos policies, mais vous pouvez quand même faire un SSH sur la machine ou installer en tout cas des packages sur la machine. Donc ça, c'est une amélioration que tu m'as dit que vous considérez pour le futur. Tant qu'on parle du futur, maintenant que vous y êtes, vous avez le système qui fonctionne. Quels sont les retours d'expérience maintenant que est-ce que vous atteigniez l'agilité que vous attendiez, les performances que vous attendiez, et puis comment vous voyez le futur? C'est 2 questions en une. On va commencer par résultats d'abord. Où est-ce que vous en êtes? Alors en termes de résultats, après on n'a pas des charges énormes de trafic, donc pour le moment je dirais que tout roule. On a des axes d'amélioration clairement, comme je pense toute infrastructure, notamment ce qui concerne le monitoring, et surtout qu'on a plusieurs comptes. Donc
Et ça d'ailleurs aussi, ça va être une petite nouveauté de Reinvent qu'on va implémenter, qui est de pouvoir centraliser les logs CloudWatch dans un seul compte. On peut maintenant partager entre plusieurs comptes des groupes, des log groupes CloudWatch ou des metrics, ce qui nous permettrait d'avoir un monitoring unifié, donc de simplifier un peu le suivi de la prod. Voilà. Après, on a d'autres axes intéressants d'amélioration en ce qui concerne notamment la data. Là, je ne sais pas si Michel veut en dire quelques mots. Oui, on peut en parler, tout à fait. Au niveau de la data, donc on vient de lancer justement le programme New Data Factory. Et là aussi, on voudrait exploiter au maximum les capacités du cloud. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de partenariats. Ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de partenaires qui nous envoient des données. Donc c'est des contrats d'assurance, des contrats d'assurance et des claims, donc des demandes de remboursement. Chacun évidemment a ses propres formats, chacun a ses propres fichiers, a ses propres process. Et là on a vu vraiment beaucoup de capacités dans AWS pour recevoir ces datas, les retransformer, faire vraiment des flux de transformation de données pour au final les restituer vis-à-vis de nos utilisateurs en interne et de nos clients en externe, parce qu'il y a des clients, comme on a des clients corporate, il y a des clients qui sont aussi demandeurs de beaucoup de reporting. Là, je dirais qu'on est encore en phase de vraie exploration. On n'a pas encore défini à 100% le modèle, mais le modèle que l'on veut mettre en place, que l'on veut tenter de déployer, est le suivant: récupérer toutes les données dans un seul data model. En tout cas pour tout ce qui est données assurantielles. Pour les autres données, c'est assez facile parce qu'on travaille avec des partenaires. On a choisi des partenaires qui sont quand même très API, mais aussi très structurés. Donc si on prend Stripe, on travaille aussi avec Stripe par exemple pour toute la partie paiement. On récupère des données propres, lisibles, très bien documentées. Ça c'est l'avantage aussi quand on travaille avec des partenaires qui sont vraiment au top des technologies, c'est que la documentation technique et fonctionnelle est à jour. Voilà, et les documentations des API, donc ça veut dire qu'on peut aussi exploiter correctement les données qui nous parviennent. Et donc, à partir de là, créer des dashboards. Un choix un peu particulier, voilà, on n'a pas choisi AWS pour la dernière partie, qui est vraiment la partie visualisation de données. Là, on va essayer Power BI. D'accord. Pourquoi ? Voilà, pour les capacités de l'outil, mais aussi parce que nous sommes 100% cloud et on utilise la suite Office, Teams pour toute la partie collaboration, digital workplace, qui nous semble aujourd'hui être vraiment la meilleure sur le marché. Et donc ça permettrait aux utilisateurs d'avoir vraiment dans leur environnement de travail aussi l'ensemble des dashboards dont ils ont besoin au quotidien. Là, tu parles bien des dashboards métiers pour les gens du métier. Oui, ici je parle bien je parle pas du monitoring technique, je parle bien des dashboards métiers. Et donc ça c'est vraiment un des grands défis pour l'année qui vient. On a toujours aujourd'hui les reporting existants qui viennent de notre ancien monde, mais voilà, il faut transformer tout cela dans une nouvelle solution sur le nouveau monde cloud AWS. Et un deuxième défi, pour moi c'est un défi plus humain, c'est un défi par rapport à la formation. Ouais, j'allais y venir aussi, parce que vous rentrez dans un nouveau monde qui est un nouveau monde, un monde en tout cas différent des 50 ans passés en informatique. Donc comment est-ce que vous avez appréhendé cet aspect humain, la montée en compétences dans le passé pour les premières parties du projet et puis dans le futur également? Au début, c'est relativement simple. On fonce et on veut livrer, on veut montrer que ça marche. Donc tout le monde met beaucoup de bonne volonté. Les compétences doivent venir de l'extérieur, parce qu'évidemment dans le monde foyer, on n'en a pas aujourd'hui, nous n'avons pas ces compétences, donc on doit se faire aider de l'extérieur. Donc l'apport de Pierre était crucial dans la réussite du projet. Mais trouver des ressources, qui sont capables de gérer l'AWS au quotidien, c'est pas facile à trouver. Surtout à Luxembourg, on est dans le domaine financier essentiellement, où le cloud a encore fait peu de percées, et donc nous sommes partis avec des développeurs qui travaillent sur du Java. Donc la partie fonctionnelle
on va dire, est identique. Je veux dire, développer une feature, voilà. Là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour tout ce qui est sécurité, pour tout ce qui est déploiement, infrastructure as code, infrastructure as code, voilà. Là, je veux dire, nous sommes partis de zéro. On a réalisé, les personnes ont appris sur le terrain. Voilà, tout le monde a appris sur le terrain. Et je veux dire, même pour moi, je veux dire, AWS c'était totalement inconnu. Donc, il y a 2 ou 3 ans. Et voilà, il y a la console d'administration, il y a les consoles de facturation, il y a les saving plans, il y a tout un monde à découvrir. Qu'il faut aussi gérer au niveau organisationnel. Voilà, il y a tout un monde à découvrir. C'est exactement ça. Et cette année, vraiment, l'objectif, ce sera de restructurer la formation, d'avoir des parcours de formation pour l'ensemble de nos collaborateurs. Tous. Donc, quand je parle de la quinzaine de personnes au sein de l'IT, c'est 6-7 développeurs, c'est 6-7 analystes, c'est un peu de management, c'est des data analystes. Donc, chacun va devoir apprendre dans son domaine particulier. Et ce qui est bien, c'est que là aussi, on est accompagné par AWS puisqu'il y a différents programmes de formation, training plan. Voilà, on a pu avoir différents contacts avec les équipes d'AWS pour définir un parcours pour chacun des profils. Voilà. Et ça, c'est cela que l'on veut mettre en place cette année pour pour pouvoir vraiment gérer de l'intérieur notre nouveau monde et ne plus avoir à l'avenir cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc voilà, créer cette énergie et créer cette connaissance vraiment en interne parce que c'est notre core business et c'est nous qui devons servir nos clients. Une belle conclusion pour cette conversation. On est parti d'un besoin métier, d'une feuille blanche, lancer un nouveau business, comment traduire ce business dans des architectures IT, l'intégration de packages, le déploiement dans le cloud, avec les opportunités que ça ouvre aussi pour le futur en traitement des données et puis en montée en compétences des différentes équipes. Si je dois résumer notre conversation, messieurs, merci. C'était Pierre Tomasina. J'hésite toujours sur ton nom, Pierre, je suis désolé. Pierre Tomasina, consultant IT, spécialiste AWS et co-animateur du AWS User Group à Luxembourg. Michel Etienne, CTO de Foyer Global Health, nouveau business pour la compagnie d'assurance Le Foyer établi à Luxembourg. Merci messieurs d'avoir partagé vos opinions et votre expérience sur AWS avec les auditeurs du podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.